Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le Café de la Marine. Bonjour Gilbert. Bonjour Virginie, bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, c'est un café au parfum de retour à la base que l'on vous propose à la Cité de la Voile Éric Tabarly. Tout en maîtrise, à la barre de son paprec Arkea, c'est Johan Richomme qui s'est imposé avec panache sur la première édition de cette transat entre la Martinique et l'Orient, une course aux multiples enjeux. Et bien qu'il soit nouveau venu dans la classe IMOCA, Johan Richomme s'affirme déjà comme un sérieux client pour le prochain Vendée Globe. Il est avec nous dans ce café, on l'accueille. Bienvenue. Bienvenue Johan. Lui aussi fait partie des marins avec lesquels il faudra compter sur ce prochain tour du monde en solitaire. Nicolas Lunven s'est emparé de la 8e place dans le bon tempo tout en privilégiant la prudence à la barre de Team Holcim PRB dont il a pris les commandes il y a tout juste 3 mois. Ce double vainqueur de la solitaire du Figaro nous honore aussi de sa présence. Nicolas Lunven. Et enfin, notre troisième invitée a marqué les esprits, tant sa jeunesse n'a d'égal que sa détermination et son courage. Elle a 22 ans seulement et elle vient de devenir la plus jeune navigatrice à avoir traversé l'Atlantique à la barre d'un IMOCA. Arrivée 23e, Violette d'Orange est également avec nous. Bienvenue. Merci à tous les trois d'avoir accepté cette invitation. Et d'abord, première petite question, pour savoir déjà comment vous vous sentez. Sur une échelle de 1 à 10, comment vous décririez votre état de fatigue? Violette, qui est arrivée juste dans la nuit de mardi à mercredi. Bonsoir à tous. C'est vrai que c'est un état d'esprit un peu particulier parce qu'il y a beaucoup de fatigue, mais d'un autre côté, je pense, un peu dans les nuages depuis que je suis arrivée parce que je suis tellement heureuse, tellement... Et ça s'est senti. Voilà, fière d'être arrivée au bout de cette belle aventure et c'est pour moi une première étape pour le Vendée Globe, donc très heureuse. Johan, ça fait déjà presque une semaine pour toi. Bientôt. Oui, effectivement, on attaque le week-end, ça fait presque une semaine. Écoute, je me sens pas trop mal. La semaine a été intense parce qu'on a enchaîné directement dans tous les briefings ou les débriefings plutôt techniques pour attaquer le chantier d'hiver. Et puis après, toutes les petites sollicitations qu'on a eues. Et je suis arrivé plutôt en forme. Donc moi, je me mettrais un petit 6 sur 10 en fatigue. Allez, une petite appréciation, Nico, de ta fatigue à ce stade. Donc toi, quand tu es en forme, tu es 6 sur 10. Moi, j'aurais dit que j'étais un peu fatigué et que j'étais 6 sur 10 aussi. Donc, c'est pour ça que... bon, moi, je me sens quand même un petit peu fatigué parce que c'est vrai que les 2-3 derniers mois étaient quand même bien intenses. Même si je n'ai pas participé à la Transat Jacques Vabre, il y a quand même eu... voilà, le planning était quand même bien rempli, bien fourni, avec aussi... un petit peu de stress, d'enjeu avec cette course avec derrière. Fallait finir. Ce qu'il fallait finir pour les objectifs de qualification pour le Vendée Globe. Voilà, ça faisait quand même pas mal de stress et de choses à supporter sur les épaules. Et donc, la case est cochée. Et tous contents d'en finir. Johan, on va revoir les images de ton arrivée dans les Orientès. On l'a dit, c'était samedi dernier, à 17h03, dans une très belle lumière de fin de journée. Tu as fait ça très très bien, ton équipe était super contente. Avec des conditions musclées quand même, comme en témoignent les images que l'on voit. Et puis la garde-robe de ton bateau, c'était sous 2 J3. Ça a été chaud jusqu'au bout, avec à tes trousses, rappelons-le, Jérémy Bayou et Sam Gouchel qui ont tout donné. Est-ce que tu te souviens ce que tu as ressenti quand tu as enfin franchi cette ligne d'arrivée pour t'offrir ta première victoire sur ce bateau en solitaire, en IMOCA? Ouais, je m'en souviens parce que là, en fait, ce que tu vois pas sur les images, c'est qu'en fait, je suis décalé sur la carte et que je viens d'éviter l'île de Groix, que j'allais failli te la prendre. taper de plein fouet. Donc, si tu veux, j'ai respiré un grand coup. C'est pour ça que j'ai les voiles qui battent un petit peu. Petit problème électronique à bord qu'il va falloir vraiment que l'on solutionne. Toujours est-il que, ouais, un grand sentiment de satisfaction. C'était super beau parce qu'en fait, j'ai refusé que l'équipe technique monte à bord parce que c'était un peu chaud en termes d'état de la mer. Et du coup, je me suis fait toute la descente des courreaux de Groix tout seul. Et j'ai pu apprécier le moment. C'était top. Mais par contre, ouais, comme tu disais, Jérémy était jamais très très loin derrière. Donc, j'ai jamais été serein. Ouais, totalement relax. Surtout que le matin même, j'ai dû poser un empannage dans 40 nœuds et 7 mètres de mer. Donc, j'étais un peu... Il fallait bien le sentir et le passer au bon moment. Il fallait y arriver. Et écoute, du coup, voilà, effectivement, c'était vanté, comme tu dis. Je suis arrivé, c'était ma plus petite configuration de voile de toute la traversée de J3, juste avant l'arrivée. Il y avait des vagues énormes, les autres dans les vagues et tout, la lumière du soleil couchant, c'était vraiment beau. Et écoute, ouais, un beau souvenir d'arrivée, je le garderai celui-là.
Alors, il y avait justement pas mal de monde pour t'accueillir sur les pontons. Le Père Noël est même venu te claquer une petite bise. Alors, de par ton palmarès, Johan, on a un peu tendance à oublier que tu es un bisu, un nouveau venu dans cette classe IMOCA, avec ta 2e place dans la Transat Jacques Vabre associée à Yann Eliès, puis cette victoire, beaucoup d'observateurs et aussi tes concurrents te placent comme un forcément sérieux concurrent pour le prochain Vendée Globe. C'est un signe fort que de s'imposer dans cette transat et puis à Lorient, à domicile, dans cette Mecque lorientaise. Ouais, c'est un symbole fort. C'est sûr que vu le calendrier, les enjeux et tout ce qu'on a mis en place pour arriver là, c'est un symbole fort. Alors même si le terme est un peu usurpé, c'est vrai que j'étais bisu de l'IMOCA. Tu avais un peu d'expérience, mais voilà. tu n'avais pas j'en ton avais fait propre projet. quelques-unes quand Voilà. même. Et du coup, ça m'a même pas paru difficile. Hein. C'est vrai que les bateaux sont quand même impressionnants. C'est des bons monstres de toile et des bateaux compliqués à gérer. Mais je me suis tellement senti à l'aise sur ce bateau du début à la fin, même j'ai envie de te dire depuis le début de l'année, que c'est top. On met la barre assez haut. Alors bon, du coup, ça va m'enquiquiner toute la saison 2024 parce que maintenant, on va m'embêter avec ça. Mais je suis fier du chemin accompli. On est quand même parti d'une page blanche et je peux vous dire que remonter une équipe de zéro, construire un bateau tout d'un coup, on y a laissé pas mal d'énergie. Quelques plumes. Je l'ai dit dans quelques interviews, mais la Martinique a été très très dure pour nous humainement dans l'équipe. On a une vraie grosse remise en question et il y a eu un gros taf de la part de tout le monde pour que la baraque tienne, on va dire. Et elle a bien tenu. Et du coup, finir de cette manière, ça valide un petit peu tout ce travail accompli. Et voilà, et ça met un peu de baume au cœur quand on a tous un petit peu souffert quand même de ces enchaînements d'épreuves, que ce soit sportives mais aussi techniques qu'on a eu tout au long de l'année. Alors Nicolas, on va revenir aussi sur ta très belle 8e place. Tu as rejoint Lorient, toi, au cœur de la nuit. Il fallait te motiver parce que quand même 4h30 du matin, voilà, c'était très tard, mais il y avait quand même toute ton équipe qui est venue pour t'accueillir, tes proches aussi. Alors tu l'as dit, 8e, c'est plus qu'honorable. Il faut quand même rappeler que ce bateau, tu l'as pris en main il n'y a pas longtemps. Mais tu étais un peu frustré parce que tu as joué la carte de la prudence, à défaut de bien connaître encore où mettre le curseur sur ce bateau. C'est pas simple de laisser partir les petits copains. On sait que tu es un figariste, on sait que tu aimes la compète aussi. Comment il s'est fait ce choix et puis comment tu l'as vécu aussi? En fait, le choix, il était fait... j'ai envie de dire qu'il était fait très tôt dès le départ. Alors c'est vrai que les premiers jours de course m'ont plutôt favorisé parce que je pense que Holcim PRB est un bateau plutôt performant dans les conditions qu'on avait les premiers jours de course, plutôt au près ou au reaching serré dans les alizés qu'on avait quand on a quitté les Antilles. Donc en fait, sans forcément mettre le curseur très très haut, ça m'a permis d'être quand même bien placé parmi la flotte. Et par contre... mais au final, en fait, j'ai gardé un peu ce rythme-là tout au long de la course. Et du coup, quand il a fallu, petit à petit, au niveau des Bermudes, on a contourné l'anticyclone et qu'on est parti au portant et que les conditions se sont un petit peu musclées, moi, j'ai pas voulu augmenter, on va dire, mon rythme, mais j'ai voulu garder le curseur à ce même niveau-là. Et puis, en plus, volontairement, en faisant aussi des choix stratégiques, en ayant tout le temps un petit peu, on va dire, en gardant un petit peu sous le pied, en ayant un petit peu moins de vent que les autres, un petit peu moins de mer que les autres. Tout simplement parce qu'en fait, j'avais pas la connaissance de ce bateau-là. Au final, je crois qu'on a navigué 2 fois avant de partir en convoyage pour la Martinique. On a fait ce convoyage pour la Martinique vraiment en étant très très cool. Alors bon, les conditions au départ, quand on est parti de Concarneau début novembre, étaient quand même très musclées. Mais on a été complètement sous-toilé. Et puis ensuite, une fois qu'on a rejoint les Alizés, on a encore une fois vraiment joué la carte de la prudence parce que l'objectif principal, c'était d'arriver quand même en Martinique avec un bateau en bon état et un bateau qu'on ne connaissait pas. Donc voilà, j'avais quand même toujours un peu cette ligne de conduite que j'ai gardée jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais malgré tout, je n'ai pas fait la course en mode croisière. J'ai quand même bien bossé. Ça m'a permis finalement d'aller explorer des conditions que je connaissais pas. Je connaissais pas le bateau dans ces conditions-là, donc j'y étais, mais je voulais y aller vraiment à mon rythme et mettre la compétition de côté quand j'estimais que je risquais d'aller faire des bêtises. Justement, on va revoir des images un petit peu bord à bord avec Johan. Il y a eu des moments au contact et puis il y a eu des moments plus isolés à explorer le potentiel de ce bateau dont tu nous parlais. Qu'est-ce qui ressort au final de ces 10 jours à faire corps avec ta machine ?
Il ressort beaucoup de choses positives parce que déjà la job list s'est pas trop agrandie pendant la course et que tout a très bien fonctionné sur ces 2 transats. Parce que c'est vrai même si on n'a pas fait la Jacques Vabre, on a quand même emmené le bateau en convoyage là-bas, ce qui nous a permis de le découvrir. Et c'est vrai que globalement le bateau il est super, tout fonctionne très bien, tout tombe un peu sous le sens sur ce bateau-là. Donc ça c'est quand même l'énorme point positif. Et puis ensuite on va dire que la course retour m'a permis effectivement de prendre vraiment plus la mesure du bateau en termes de performance, même si encore une fois j'ai toujours voulu y aller un petit peu sur un rythme plus cool que sans doute celui que Johan a mené. Mais au moins ça m'a permis de prendre petit à petit la mesure de ce bateau-là dans des conditions dans lesquelles j'avais jamais navigué avec le bateau. Donc je connaissais pas les voiles, les configs de voiles. J'ai pas le mode d'emploi de ce bateau-là. J'avais juste navigué 2 jours avant de partir en convoyage, donc c'est quand même assez peu, quoi. Tu peux garder ce rythme-là encore un an, moi ça me va. Hein. Franchement, commence en 2025, ça ira nickel, mec. Violette, tu disputais toi aussi ta première transat en solo à bord de ton IMOCA. On rappelle que c'est l'ancien Uber de Jean Le Cam. Tu as que 22 ans, ça déjà rien que ça impressionne. Tu as disputé la transat Jacques Vabre avec Damien Guillou, c'était déjà un beau challenge. Là, c'était un vrai défi. Tu termines 23e. Est-ce que toi aussi, tu te rappelles ce que tu as ressenti en franchissant la ligne d'arrivée et qu'est-ce qu'elle représente, cette première transat en solo? Pour moi, cette traversée, c'était vraiment une première partie du Vendée Globe. J'ai un peu vécu comme ça. C'était la première marche pour arriver sur ce projet-là. Et c'était un immense challenge de partir en solitaire sur un bateau si grand. Et c'est tout nouveau. En fait, le projet a démarré en août. On a mis le bateau à l'eau le 7 août et tout s'est enchaîné très vite. Et on a essayé de naviguer au maximum, mais pareil, c'était très très court. Et donc voilà, c'était une immense fierté d'avoir réussi déjà tout le début de course, parce que j'ai pris un super départ. J'étais plutôt aux avant-postes des bateaux à dérive sur tout le début de course. Et puis après, il y a eu un peu de frustration parce que j'ai eu perdu une voile et j'ai eu beaucoup de petites casses, un peu comme tout le monde, mais ça, en fait, à partir de la moitié de l'Atlantique, j'ai perdu des places petit à petit, et donc c'était frustrant, mais je sais que c'est un bateau qui va vite, que j'en suis capable. J'ai encore beaucoup de clés à trouver en fait pour pouvoir le mener à bien et le protéger aussi, parce que je pense que j'ai fait de la casse, que j'ai provoqué de la casse, mais voilà, c'était un super beau challenge et je suis très heureuse d'avoir réussi à arriver au bout de ça. Et justement, tu disais avant de partir, c'est le plus gros challenge que j'ai jamais réalisé, comme tu viens de le dire. Je vais vers l'inconnu, mais je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé dans cet inconnu, dans cette traversée ? En fait, l'inconnu, c'était par rapport à mon mental. Par exemple, je ne savais pas comment j'allais réagir. Est-ce que j'allais avoir des peurs, des angoisses? Est-ce que j'allais réussir à dormir? Tout ça, c'était vraiment l'inconnu. Et puis, réussir à gérer toutes les manœuvres qui sont quand même... je connais pas ça, je suis passée du Figaro. Tu es passée du Figaro à voilà, l'IMOCA. Donc c'est du double, et tout en 2 fois plus grand. Et donc j'avais cet inconnu-là, et en fait, j'ai pu comprendre que finalement, ça va, mon moral, il est bien. J'ai pas eu de peur. Je dors bien, j'arrive à avoir un super rythme. Dès le début, j'étais dans le rythme de la course et j'étais même un peu trop en mode compétition, alors que je devais être en mode qualif et plus qu'on voyage. Mais non, j'étais au taquet et en fait, je me sens bien en mer et je suis à l'aise. Et ça se ressent sur les vidéos. Alors, Johan, tu as fait la différence à la faveur d'un choix d'aller plus nord que tes concurrents. On va revoir ton tracé. Tu as fait le choix d'aller dans le vent fort, au plus près de la dépression. Ton bateau, un plan coche Finoconque, quasi sister ship de Four People, a été pensé pour bien passer la mer, au portant, dans la brise. C'était là une vraie opportunité d'aller l'éprouver dans ces conditions. C'était ta carte à jouer, clairement. Ouais, c'est ma carte à jouer. Je pense que on a un bateau assez fantastique entre les mains. Antoine Coche et toute son équipe nous ont pondu quelque chose de navigable, de plaisant, de robuste, qui passe bien dans la mer. En tout cas, c'était une partie du cahier des charges. Et du coup, j'avais à cœur d'aller le tester vraiment dans des conditions qui allaient le plus possible se rapprocher du Vendée Globe. Alors, je me méfie toujours de dire ça parce que je ne sais pas à quoi ça ressemble. Toujours est-il que c'était déjà assez corsé, que le bateau s'est super bien comporté, que ça m'a peut-être permis, ce design-là, de mettre le curseur effectivement un petit peu plus nord, là où certains se réservaient
d'être au sud pour avoir moins de vent. En gros, moi, je visais plutôt 30 nœuds. Je pense qu'il y en a qui visaient plutôt 25 ou moins. Voilà, donc vraiment génial, un super design, hyper équilibré, Et un bateau plaisant, qui remplit le cahier des charges. Qui a été ouais, donné, ouais, ouais. Ouais, ben, vraiment, c'est voilà, là, c'est ce qui me fascine presque le plus, c'est que c'est vraiment le bateau qu'Antoine m'a décrit. Moi, j'arrivais là-dedans, je n'avais pas fait d'IMOCA à foil, donc j'avais pas de base de réflexion. Si tu veux, quand ils te disent où est-ce qu'on met les foils dans le bateau, comment est-ce qu'on fait les équilibres, les tailles des bases, je sais pas, moi, j'ai aucune idée. Donc c'est quand même lui qui a arbitré tout ça, et puis qui nous l'a bien expliqué, bien vendu, et la copie qu'il nous a vendue, c'est vraiment ce que j'ai Il a entre fait les ça mains très, aujourd'hui. très bien, ouais. Alors Nicolas, on rappelle que toi, tu as été choisi pour remplacer Kevin Escoffier au pied levé. Ton nom a rapidement circulé, tant tu fais l'unanimité par ton talent, qui est reconnu dans le milieu. Forcément, ça met un peu de pression. Comment tu te situes par rapport à la concurrence, après, à la lumière de cette première transat? Ouais, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre parce que tout ça, cette histoire avec Holcim et PRB s'est fait assez tardivement, hein. C'était à la fin de l'été, là, ou tout début septembre. Donc, j'en suis en tout cas, à cet automne, j'étais vraiment dans une phase de prise en main du bateau et vraiment d'apprentissage avec en plus cet objectif de qualif pour le Vendée Globe. Et c'est vrai que l'année prochaine, j'espère qu'on va pouvoir être un petit peu plus tourné vers des aspects de performance. Mais effectivement, j'ai beaucoup à apprendre. Alors le bateau, il est vraiment super, il est très performant. Il peut être quand même un petit peu compliqué parce qu'à l'origine, c'est un bateau qui avait été dessiné pour faire l'Ocean Race en équipage. Donc, qui n'était pas forcément un bateau de solitaire. Donc voilà, faut s'adapter un petit peu, mais ça en fait quand même un très très bon bateau qui est relativement polyvalent, donc du coup, qui est, je pense, un petit peu différent du bateau de Johan, parce que justement, dans tout ce qui est le passage dans la mer au portant, je pense que ça doit être un petit peu moins confortable sur Holcim que sur Paprec. Mais après, le bateau a d'autres atouts, j'espère en tout cas, ou j'espère pouvoir les montrer. Et tu pourras les montrer sur un tour du monde. Violette, tu seras la plus jeune à participer à un Vendée Globe dans l'histoire de cette course. Tu n'as pas forcément les mêmes intentions que Nico et Johan ici, mais tu as aussi de belles cartes à jouer, de beaux concurrents avec qui te bagarrer. On pense notamment à Benjamin Envoie le Pépin, Benjamin Ferré. Il t'avait dans le viseur. Regardez cette vidéo qui en dit long. Et voilà, toujours à la poursuite du coin-coin. Violette d'Orange, Ronald Chicken McNuggets, qui est toujours devant. Mais on ne désespère pas. À la conquête du coin-coin. Voilà, Benjamin qui était dans ton sillage, Violette, au début de cette course, ça l'énervait un petit peu, hein. Il a fini par passer. C'est un super lièvre, en tout cas un super concurrent avec qui tu as plaisir à te bagarrer. Allez, en plus, il est chambreur. C'est génial parce qu'en fait, on s'entraîne ensemble. Et puis, pour la petite histoire, en fait, on a fait notre première mini transat il y a 4-5 ans. On était dans la même promo et on a partagé beaucoup de choses. Il est toujours il pose plein de questions et en même temps il partage beaucoup. Il partage des conseils et c'est vrai que c'est génial parce qu'on s'entraîne ensemble. Donc c'est un collègue et en même temps c'est mon plus grand concurrent, je pense, parce que nos bateaux sont très similaires et surtout le début de course, on s'appelait tous les jours et en même temps, je savais qu'on était un peu à la poursuite et on se donnait des nouvelles, mais voilà, c'était très rigolo et j'aurai ma revanche, c'est sûr. C'est dit, voilà. Et volontaire. Alors on va revenir aussi sur ces IMOCA nouvelle génération dont tu nous parlais. Le record des 24 heures, il est tombé pendant cette transat. Thomas Rouillant a parcouru 540 000 à la vitesse moyenne de 22,5 nœuds sur Four People. Avant lui de connaître une avarie, il est passé de l'euphorie à la grosse déception, une avarie de Safran, puis ensuite sa grand voile ETHS. Johan, tu as mis 9 jours pour traverser seul. Le chiffre est dingue. Ces bateaux sont dingues. Ouais, le potentiel a vraiment augmenté et on arrive à plus l'exploiter, je pense, que la génération d'avant. Du coup, pour bien connaître le bateau de Nico et le mien, maintenant, c'est des bateaux beaucoup plus équilibrés. On voit qu'on a des vols beaucoup plus stables. Et puis, on a passé quelques jours côte à côte, là, en remontant vers le nord. Et du coup, on a pu apprécier. Vous espionner. Ouais, un petit peu. Bon, on est bien copains avec Nico, donc c'était très cool de partager ce moment-là. Puis d'ailleurs, on avait
on avait pas mal de monde autour de nous, dont l'Occitane et tout ça. Donc on a pu un peu comparer les potentiels des bateaux. C'était vraiment sympa. Et c'est vrai qu'on est vraiment dans la gestion du potentiel du bateau. On est totalement capable de les casser dans des conditions dures. Donc c'est à nous de trouver le curseur, notamment avec l'utilisation des foils, plus ou moins les utiliser. Donc moi j'ai trouvé le bon moyen, je les ai cassés, donc je ne pouvais plus les utiliser jusqu'au bout. Comme ça je me suis calmé. Mais en tout cas, ouais, fantastique. Bateau, moi j'ai découvert quelque chose de dingue. Hein. On a des polaires de vitesse à 26 ou 27 nœuds par moment. Donc en plus, j'ai envie de te dire que bon, bah, tant mieux pour Thomas s'il a battu le record, mais en fait, il paraît presque dérisoire quand on voit les moyennes qu'on est capable de faire par moment. Et oui, il va sûrement tomber encore Là, c'est surtout qu'on n'a pas fait record, on n'a pas fait une vraie ligne droite, puisque c'est juste entre 2 points, donc la courbe ne compte pas. Et donc ça risque certainement d'aller encore plus loin. On va revoir des images assez impressionnantes, Johan, de ton bateau dans les surfs. C'était sur la fin de course. Et Nico, voilà, là on voit ces images. J'imagine que toi aussi, tu as eu des super surfs, des super moments assez grisants. Et en même temps, tu l'as dit, et tu l'as répété ici, voilà, tu as décidé volontairement de lever le pied. La difficulté pour toi, c'était de savoir où mettre le curseur, malgré ton expérience en IMOCA. On sait que tu as navigué avec Sam, on sait que tu as fait The Ocean Race aussi avec Malaysia. Voilà, tu avais remplacé Clarisse Kramer aussi en congé mat. Donc voilà, vraiment ce qui va être difficile, et ce qui est difficile sur ces bateaux-là, c'est d'arriver à savoir où mettre le curseur pour pas tout casser. Et ça vaut un peu pour, ça vaut aussi pour Johan, hein, c'est d'arriver vraiment à savoir où on met la limite humaine. Ouais, c'est vrai, aujourd'hui, avec les bateaux, comme le dit Johan, et sans doute encore plus sur les bateaux de la toute dernière génération, comme le bateau de Johan, je pense que c'est la grosse différence, c'est pas tant que les bateaux sont capables d'aller plus vite, c'est qu'ils sont capables d'aller aussi vite que les anciens, mais beaucoup plus facilement. Donc, du coup, dans la durée, capable de tenir. Par contre, effectivement, des fois, on ne se rend pas trop compte, surtout qu'aujourd'hui, on en a des cockpits qui sont quasiment fermés, ou presque complètement fermés, comme c'est le cas sur le bateau de Johan ou même sur le mien. Donc on a tendance à pas trop se rendre compte en fait de comment c'est dehors, parce qu'on est quand même plutôt au chaud et à l'abri à l'intérieur. Et des fois, quand on met le nez dehors, on se dit ouh là là, ça fait peur en fait. Moi, je reste dedans. Ça passe prendre Donc compte, on se rend pas trop compte finalement de notre environnement. Et c'est vrai que c'était un peu notre ressenti parfois sur l'Ocean Race à bord de Malaysia, qui en plus est un bateau effectivement vraiment plus gros, plus robuste, qui a un super passage dans la mer au portant, et on se retrouve parfois à tenir des moyennes incroyables en 30-35 nœuds de vent avec de la grosse mer, et chose qu'on faisait pas avant. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu là au final, en fait, on se retrouve à peut-être prendre des risques, à tirer sur le matériel sans vraiment s'en rendre compte, parce qu'on est dans une situation finalement un petit peu confortable et préservée à l'intérieur du bateau. Ouais. Voilà. Violette, tu as appris à gérer tes premières galères toute seule. Pourtant, on te sent plutôt sereine, heureuse à bord, même quand il faut sortir la caisse à outils, comme en témoigne cette petite vidéo du bord envoyée le 8 décembre dernier. Voilà. J'ai mis mon habit de lumière pour aller réparer un truc à l'avant. Je suis contente, j'ai réparé 2 petites choses. Par contre, RIP, j'ai perdu une crosse. Non! Et le temps que je répare, le jour s'est levé derrière moi. C'est joli. Et voilà, et moi je vais jouer la mère Noël, bon, parce que elle est Violette, pas tombée de son chariot. Cette petite vidéo nous a donné envie de se faire un cadeau, vu que c'est les fêtes de fin d'année. Voilà, je laisse découvrir. Et puis les garçons, comme c'est Noël aussi, alors vous avez ramené des fèves de cacao, on le rappelle quand même, au cours de cette course. Donc voilà, c'est symbolique. Mais voilà, je me disais que c'était l'occasion aussi de... C'est toi, Virginie, tu as eu le temps, avec les fèves de cacao qu'on a ramenées, de fabriquer des Ferrero Rocher. Oui, voilà. Exactement, voilà. Elle est magique. Hein. Alors, merci on vous beaucoup, souhaite vraiment de bonnes fêtes de fin d'année, une bonne récupération, car l'année 2024 s'annonce particulièrement intense pour vous, avec la Transat CIC en avril au départ de Lorient, puis New York-Vendée, et enfin le Vendée Globe en novembre. Et puis pour l'heure, il est temps de penser... Merci à Isa qui m'a donné ta pointure. Pour l'heure, il est temps de penser aux petits cadeaux à glisser sous le sapin, et pourquoi pas quelques ouvrages, Gilbert, qu'on avait envie de vous conseiller à lire bien au chaud. Alors oui, d'abord un petit coup de cœur pour un ouvrage d'Antoine Grenapin, c'est Déclaration d'amour à la mer. Ce sont 50 témoignages de personnes d'horizons divers, mais qui ont en partage l'océan au cœur. Il y a de nombreux skippers, mais il y a aussi des acteurs comme Charles Berling, François Damien, des chanteurs Laurent Voulzy, des explorateurs Jean-Louis Etienne. En fait, c'est très très original. C'est édité chez Hugo Sport, on vous le recommande.
Et puis dans un tout autre registre, le livre Les champions de la vallée des fous aux éditions Albatros. Et c'est l'histoire du pôle course au large de Port-la-Forêt, raconté par Christian Lepape, qui est l'un de ses fondateurs et qui en a été le directeur pendant 30 ans. Un pôle de référence. Vous êtes tous les trois au pôle, hein, on rappelle, Nicolas, Johan et Violette. Et il y a le Père Noël qui passe ce soir. Donc on va pas trop traîner parce que le chrono tourne et qu'on a promis que vous serez à l'heure pour le Père Noël du pôle Finistère course au large de Port-la-Forêt. Merci à tous les trois d'être venus dans ce café de la Marine. On vous souhaite de très très belles fêtes avec vos proches, de prendre bien des forces parce que ça va être une année intense qui s'annonce, et on vous souhaite à tous, vous qui nous regardez, qui nous êtes fidèles, et bien de passer aussi de très jolies fêtes. On vous retrouvera tout début janvier pour parler de l'Arca Ultimate Challenge.